Bonjour, Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Oui, Loïc Le Floch-Prigent, industriel. Alors, à côté, je me suis occupé de grandes entreprises autrefois. Et puis là, je m'occupe de petites et moyennes industries dans le domaine mécanique, métallurgie. Donc, je suis président de sociétés industrielles réparties à travers le territoire français. Voilà. Vous avez confié il y a quelques heures à nos confrères d'Europe 1, je cite, « Nous avons confié le destin énergétique de la France à des ignorants ». Oui. Qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire que les ministres successifs depuis un certain temps maintenant, qui ont été des ministres de l'écologie à qui on a confié l'énergie, qui était une absurdité parce que l'énergie c'est un problème industriel, c'est pas un problème écologique, ne connaissaient pas le sujet et ont fait beaucoup de bêtises depuis un grand moment. Alors, de quand date cette dérive, selon vous? Je considère que la grande dérive est arrivée en 1997 lorsque Madame Voynet est devenue membre du gouvernement Jospin et qu'elle a demandé immédiatement d'arrêter le programme des surgénérateurs, le programme Superphénix. Donc la dérive part de 97, mais elle n'a jamais complètement cessé. C'est-à-dire qu'ils ont toujours essayé de trouver une capacité de mêler l'écologie et l'environnement et l'énergie, ce qui était pas raisonnable, parce que le sujet méritait qu'on le regarde. Et il n'a jamais été regardé depuis. Et là, le roi est nu soudain parce qu'on s'aperçoit que l'éolien et le solaire, finalement, c'est du gaz. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas quand on veut. Et comme les consommateurs ont envie que l'électricité vienne tout le temps, eh bien, dès qu'il n'y a plus de vent ou dès qu'il n'y a plus de soleil, il faut que le gaz tourne, et le gaz tourne 75% du temps, et l'éolien et le solaire 25%. Donc, en fait, les éoliennes et les centrales solaires sont des centrales à gaz. Ce que visiblement, et les ministres et la population ignoraient. C'est pas faute de l'avoir dit, puisque je n'ai pas arrêté de le dire, d'écrire, mais non, ça ne passait pas. Comment expliquez-vous que votre message ne soit pas audible? Il n'est pas audible parce que la publicité mensongère est permanente. C'est-à-dire que ce que j'indiquais ce matin, c'était que lorsque vous voyez les publicités tous les jours pour les voitures électriques, on dit la voiture électrique c'est merveilleux, c'est silencieux et c'est bas carbone. Très bien, ça dépend, excusez-moi, de quelle électricité on met dedans. Si c'est l'électricité du charbon, c'est une voiture au charbon. Donc c'est pas terrible. Bon. Mais surtout, on voit un petit enfant derrière la voiture, toujours un petit enfant qui est là, qui sommeille, parce que c'est tellement silencieux, la voiture électrique, c'est tellement beau. Et puis en passant les paysages, il y a des éoliennes qui tournent lentement. Donc on voit, c'est ce qu'elle a indiqué, c'est le bonheur, c'est féerique, c'est merveilleux. Donc on a persuadé les gens que c'était ça la solution et qu'on allait être comme ça, propre, vert, enfin toutes les qualifications magnifiques, alors que c'est complètement fou. Et que à chaque fois que l'on fait une éolienne, en fait, on construit un bout de centrale à gaz ou à charbon. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler comment sont construites les éoliennes? Elles viennent de Chine? Alors elles viennent un peu de partout. Oui. Elles viennent un peu de partout. Les éoliennes, elles ne sont pas construites en France, c'est clair. Bon. Alors les éoliennes ont commencé avec le Danemark, qui avait du vent, qui avait des îles, et où, a priori, si jamais ils peuvent ne pas avoir de tuyaux d'île en île, et qu'on peut avoir l'électricité à partir d'éoliens, c'est pas idiot. Hein, donc ça a commencé à ça avec les sociétés. Et puis ensuite, les Allemands ont voulu faire la même chose, donc ils ont fait des centrales éoliennes en Baltique, et donc ils ont fait ça aussi, et puis les Espagnols. Bon. Et puis finalement, maintenant, il y a deux grandes sociétés, une danoise et une allemande, mais les pales sont faites dans des matériaux extrêmement complexes, qui sont non recyclables, c'est des choses qui arrivent, et même chez les écolos. Et donc, aujourd'hui, une grande partie
des matériels est fait en Asie, en particulier en Chine. Voilà, hein, ça c'est pour les éoliennes. Alors par contre pour le solaire, ça c'est 100% fait en Chine, donc les panneaux photovoltaïques sont tous importés de Chine, et donc à chaque fois qu'on installe un panneau photovoltaïque, on nourrit un petit Chinois, ce qui est très confortable, puisqu'il y a beaucoup de petits Chinois, il faut nourrir les Chinois, c'est bien connu. Dans un imaginaire collectif, en tout cas chez certains écologistes, on continue de défendre l'idée de sortir complètement du nucléaire. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est réellement faisable? On peut sortir du nucléaire si jamais on accepte le gaz. Mais si jamais on veut ni pétrole ni gaz, c'est pas possible. Ni charbon, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, grossièrement, les fossiles représentent 80 à 84% de l'énergie consommée dans le monde, 80 à 84%. Donc il reste, si on calcule bien, 16% pour le reste. Le reste, c'est l'hydraulique et le nucléaire, et puis un tout petit peu, 1 ou 2% du solaire, l'éolien, etc. Et pour arriver à passer de 84% à zéro, comme l'indiquent les écologistes, ça prendra vraisemblablement plusieurs centaines d'années, parce que c'est pas facile, sauf si, et c'est là qu'est tout le débat, sauf si on considère que la décroissance est absolument indispensable et qu'il faut abandonner l'ensemble de nos modes de vie. Hein, alors, je vous rappelle qu'on a 3 matériaux compliqués qui nécessitent beaucoup d'énergie et qui nous servent un peu. Il y a le ciment, c'est pas négligeable quand on veut faire des habitations. Il y a l'acier, et puis il y a le plastique. Alors, si on enlève ces 3 matériaux, il ne reste plus grand-chose dans ton environnement, effectivement. Et c'est la décroissance vers laquelle l'écologie politique a envie d'aller, mais qui est une impasse totale. Hein. Donc ça ne marche pas. Et tous les scénarios qui ont été faits pour dire on peut être 100% renouvelable, sous-entendu solaire et éolien, butent sur le fait que l'électricité a un grand défaut, une qualité mais un grand défaut, c'est que on doit équilibrer à tout moment la production et la consommation. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on a produit, il faut consommer, parce que ça ne se stocke pas. Donc l'électricité est un produit original que visiblement l'écologie politique n'a pas intégré, d'où lorsque les ministres suivent l'écologie politique, j'ai le droit de dire qu'ils sont ignorants, parce qu'il y a des lois de la physique qu'il faudrait suivre, surtout quand on est ministre de l'énergie, il faudrait avoir quelques idées de ce qu'est et ce que sont les lois physiques qui les régissent, cette discipline. Estimez-vous qu'il y a une déconnexion totale de l'écologie politique avec la réalité? Complètement, parce qu'ils sont dans l'idéologie et dans l'idée qu'ils se font de ce que doit être l'avenir, sans base scientifique solide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands écologistes politiques qui aient une base scientifique solide. Les écologistes réels, ceux qui défendent l'environnement, ils existent. Ils ont quelquefois des idées utopiques, mais basées sur la science et avec lesquelles on peut discuter. Mais sur ces éléments que je viens de citer, qui ont finalement des choses assez basiques qu'on apprend en classe de 6e, les ministres successifs de l'écologie étaient bien incapables de comprendre les questions posées. Il y en a de célèbres, mais je ne vais pas... Attendez, il y en a un qui n'avait pas réussi à lire les rapports qu'on lui envoyait, c'est normal, puisque à partir du moment où il y a le mot nucléaire, il sort son revolver, il ne veut pas lire, donc il ne veut pas lire le rapport, parce qu'il y a marqué nucléaire, donc il dit ça c'est mauvais, c'est pas pour moi. Il n'y a pas de solution alternative aux fossiles, autre que réelle, que le nucléaire et l'hydraulique. C'est les 2 grandes solutions. Nucléaire, parce que il y a aujourd'hui la fission, on peut aller au-delà avec le neutron rapide, 4e génération, et on ira au-delà quand je serai mort avec la fusion. Hein, il est clair que ça, on va y arriver. Et puis l'hydraulique, parce que c'est pilotable, et par conséquent, on peut avoir l'électricité quand on en a envie. Parce que le but, c'est de satisfaire le consommateur, et le consommateur, quand il fait nuit, il a envie d'avoir la lumière. Donc le solaire, ça ne marche pas. Si on n'arrive pas à stocker l'énergie électrique, on n'arrive pas,
il est clair que dès que le soleil disparaît, il n'y a plus d'énergie solaire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a une petite batterie, mais ce n'est pas du stockage. C'est une transformation de produits avec un rendement épouvantablement mauvais. Donc c'est pas du vrai stockage, et donc ça ne marche pas. Et quant au vent, l'hiver, dans les pays européens, vous avez remarqué que quelquefois il fait un anticyclone. L'anticyclone, c'est pas bon pour le vent, cette période. Et par conséquent, il n'y a pas de vent. Alors en hiver, on a besoin d'électricité, et c'est justement au moment où l'éolien ne marche pas. C'est pas terrible. Donc ça ne marche pas. Leur système ne marche pas. Mais ils ne voulaient pas le voir. Et il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ils ne voulaient pas. Et là, c'est l'aveugle. Ils ne voulaient pas regarder. Ils voulaient absolument considérer que, puisque le nucléaire était mauvais, puisque les fossiles étaient mauvais, ils avaient trouvé la solution avec l'éolien et le solaire. Et on a eu beau leur dire que ce n'était pas vrai, ils ne croyaient pas. Alors les Allemands, eux, se sont saisis de ça pour dire oui, comme ça on enlève le nucléaire. Donc ils ont... c'est-à-dire, si les Allemands le font, c'est intelligent. Eh ben non, c'était idiot, puisque les Allemands faisaient ça dans la mesure où ils avaient le gaz russe pas cher, et où ils avaient les tuyaux Nord Stream 1 et Nord Stream 2, plus Fraternité, qui leur amenaient du gaz. C'est ça le sujet. Et le sujet, on ne voulait pas le voir. On avait beau expliquer qu'il y avait un gazoduc qu'il fallait avoir. Rien à faire, rien à faire. Oui, il y a un gazoduc, oui, ils ont besoin de gaz pour leur industrie. Non, pour les éoliennes, non, ils ne voulaient pas. La France... Terrible, c'est terrible. Ouais. Voilà, excusez-moi. Mais je vous en prie. La France a longtemps été leader sur les questions du nucléaire, que ce soit en R&D, que ce soit... On a nos belles entreprises françaises. Aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours leader du nucléaire, notamment en termes de R&D? Non, alors on a été d'abord leader sur le nucléaire tout court, avec les prix Nobel, Curie et Joliot-Curie, c'est-à-dire, et avec l'utilisation du nucléaire sur autre chose, c'est-à-dire sur la médecine nucléaire, qui a fait des progrès considérables et qui sont vraiment liés à ces sciences qui sont développées. Alors, ça, c'est la partie scientifique, et on a compris un certain nombre de phénomènes, et ensuite est arrivée la technique, et sur cette technique, on a vu que cette énergie énorme qui allait arriver pouvait être utilisée à des fins guerrières. Donc, on s'est mis sur cette filière qui est une filière militaire. Et puis, une fois que ça a été utilisé, et on n'a plus envie de l'utiliser, on a fait des bombes quand même, mais on disait on ne les utilise pas, et c'est la dissuasion nucléaire. Les scientifiques, les techniciens, les industriels se sont mis sur l'utilisation civile. Et donc on a fait les réacteurs nucléaires successifs, et à ce moment-là, nous avons été leaders avec les Américains. On avait deux filières différentes. On a fini, nous, par installer la filière américaine au moment où on a bâti notre arsenal de réacteurs nucléaires. Et ensuite, nous avions un programme de fabrication. Par conséquent, les scientifiques travaillaient, les techniciens pour un certain nombre de choses compliquées, et les industriels pour arriver à bâtir avec des chefs de projet. Donc ça nous a mis dans une position de leadership considérable, et derrière, on avait également les turbo-alternateurs, c'est-à-dire ce qui prend la chaleur et transforme ça en électricité, où on avait la société Alstom. Et donc on avait une filière avec 300-400 000 personnes qui était une des meilleures du monde, incontestablement. Mais où les gens travaillaient, rentraient dans la filière et travaillaient, ils arrivaient à 18 ans, et puis ils repartaient à 60 ou 65, selon on va pas repartir sur l'âge de la retraite. Bon. Et voilà ce qu'il y a eu. Et puis à un moment, on a considéré qu'on avait assez de centrales, et les antinucléaires ont pris le dessus. Et on a terminé la fabrication de centrales, la compétence, etc., en 2005. La dernière centrale a divergé en 2005. Et depuis cette date, on est dans cette espèce de combat de rue avec les antinucléaires.
mais on a divergé par rapport au programme de recherche et développement d'utilisation des déchets pour mettre dans la centrale nucléaire. On a divergé en 1997 avec l'arrivée de Mme Voynet, comme je disais tout à l'heure, dans le gouvernement Jospin. C'est là que le drame que nous avons aujourd'hui s'est constitué. Et aujourd'hui, nous avons encore des compétences techniques, nous avons encore de beaux restes, mais la filière neutrons rapides, on a arrêté en 1997, on a arrêté de nouveau en 2019, et les résultats sont des résultats scientifiques et techniques qui sont disséminés. Il n'y a pas de brevet à cet sens-ci. Il y a des idées sur l'utilisation du sodium liquide et d'autres choses. Donc ça, c'est dans le domaine public. Et les Russes, les Chinois et les Américains ont l'ensemble des résultats et sont aujourd'hui plus avancés que nous, c'est-à-dire qu'ils considèrent effectivement, comme nous le pensions en 1997, que c'était l'avenir du monde et que nos résultats avec Superphénix étaient les premiers, puisqu'on avait un prototype quasiment en vraie grandeur, et ce prototype en vraie grandeur nous a amené des résultats qui sont disponibles à l'ensemble du monde. Et comme nous ne travaillons plus dessus depuis 2019, eh bien, à chaque jour qui passe, on prend du retard, et on prend du retard aussi vis-à-vis des jeunes qui ont envie de s'intéresser à ce sujet. Et pour s'intéresser à ce sujet, il faut qu'ils partent aux États-Unis, en Russie ou en Chine. C'est un mélange. La science est mondiale comme l'industrie et comme beaucoup de choses, comme la télévision, comme Internet, etc. Donc il faut... Et si jamais on ne fait pas, on ne sait plus faire. Bien sûr. Et c'est ça le point que, je pense, une grande partie d'ignorants, puisque je utilisais le mot d'ignorants, ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que, puisqu'on est intelligent et qu'on est un pays développé, on est plus intelligent jusqu'à la fin des temps. Non. On est certes intelligent, on a une bonne éducation, un peu moins aujourd'hui, mais il faut utiliser, faire. Et l'industriel que je suis vous dit que quand on ne fait plus, on ne sait plus faire. C'est clair. Mais comment est-ce qu'on peut rendre de nouveau attractive la filière nucléaire aux jeunes? Parce que c'est plus du tout sexy le nucléaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à revenir. Alors là, oui. en ce moment, je pense que même si les médias n'ont pas bien compris que éolien et solaire égale gaz, je pense que par contre, dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, ça a bien été entendu. Et il y a beaucoup d'ingénieurs d'il y a 10 ans qui partaient dans les filières éoliennes et solaires, qui sont en train de dire non, on va aller dans le nucléaire, le nucléaire a de l'avenir. Donc je pense que excusez-moi, les jeunes sont moins idiots que les moins jeunes. Voilà. Il me semble. C'est vous qui le dites. Les institutions européennes, elles sont réticentes à la sortie de la France du marché européen d'énergie. Alors, ce n'est pas un marché de l'énergie, c'est un marché de l'électricité. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché de l'électricité? C'est important à comprendre. C'est-à-dire que la théorie économique de ce qu'on appelait les Chicago Boys, des années avant Thatcher, on dit pourquoi est-ce que l'électricité est chère dans certains pays? C'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et effectivement, on se retrouvait avec des oligopoles, avec des producteurs qui disaient voilà, le prix c'est ça, et si vous n'en voulez pas, tant pis pour vous. Bon. Et ils ont dit ces oligopoles se transforment rapidement en monopoles, parce que effectivement, une fois qu'on s'entend à 2 ou 3, s'il y en a un qui disparaît, pof, il est racheté par l'autre, et on se dit monopole. Et le pire des monopoles, pour eux, et pour tous ces gens-là, c'était la France avec EDF, qui avait constitué un monopole de production d'énergie nucléaire, pour des raisons à la fois techniques, scientifiques et de sûreté. Le fait d'avoir aujourd'hui 56 réacteurs gérés par le même personnel, c'est une garantie de sécurité que d'avoir 56 équipes réparties sur l'ensemble, puisque c'est quand même un produit qui n'est pas neutre sur le plan d'utilisation et des radiations éventuelles. Donc l'ennemi, c'était EDF. Et donc on a passé 30 ans
à essayer de défendre notre outil et avoir un certain nombre de gens qui, au nom du marché, de l'existence d'un marché pur, qui n'existe pas, voulaient imposer le marché. Et ces gens-là ont fini par imposer le marché, non pas tant à la France, ils ont imposé le marché aux gens qui s'intéressaient à ce sujet dans les différents pays, et aux administrations. Et l'administration française a admis l'idée qu'EDF c'était un monstre. Et une partie de l'administration française est toujours dans cet esprit. C'est-à-dire, on considère qu'effectivement, EDF était un monstre, qu'il fallait bien le casser, et que maintenant qu'il est cassé, ça va beaucoup mieux. Bon, malheureusement, la conclusion est là, c'est-à-dire que la protection du consommateur a conduit, pour un certain nombre de consommateurs industriels, dont je suis hélas, avec mes petites entreprises, à avoir un prix qui est 10 fois plus cher que le prix précédent. Bon, alors, ceci a une explication. Bon, mais l'explication la plus évidente, c'est que on ne peut concevoir un investissement industriel à quelques milliards que dans la mesure où on peut expliquer comment on l'amortit et comment on le paye. Bon. Et ça conduit pour l'électricité à dire je fais un investissement à 5 milliards et voilà quel est le tarif auquel je vais produire l'électricité et par conséquent voilà en combien d'années je vais avoir payé mon investissement. Donc on a démontré par l'absurde qu'à partir du moment où il n'y avait pas de tarif, où il y avait un marché d'électricité comme aujourd'hui le marché EPEX, on a démontré que plus personne n'avait envie d'investir, puisqu'on ne savait pas à quel prix on allait vendre l'électricité, et donc il n'y avait pas de raison de dire à la banque « faites-moi confiance, prêtez-moi les milliards », puisque la banque ne savait pas si ça allait être en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, ça allait se faire. Et donc, on n'a pas construit, depuis le marché de l'électricité, c'est-à-dire depuis 2005, on n'a pas construit en Europe continentale de nouveaux réacteurs, parce que c'était impossible, techniquement, qu'on ne savait pas quel était le prix auquel on allait le vendre. Alors, la conclusion, c'est que Hinkley Point, c'est-à-dire ce qui est bâti aujourd'hui en Angleterre, a un tarif garanti, et c'est comme ça qu'on est en train de le faire, mais plus intéressant, en Californie, quand il a fallu remettre en ordre le nucléaire californien, puisqu'ils sont aperçus qu'avec l'éolien et le solaire, malgré tout leur vent et tout leur soleil, ils avaient des problèmes, ils ont remis en selle, ils sont aperçus qu'il fallait qu'ils fournissent aux constructeurs le tarif auquel le constructeur allait vendre son électricité. Donc le marché de l'électricité est un leurre, d'autant plus un leurre que les éoliennes et le solaire sont bâtis sur le même système de tarification, puisqu'il faut donner un tarif de vente de l'électricité qui est acheté par l'État, par le contribuable, enfin peu importe, mais c'est comme ça que sont bâties les centrales éoliennes et les centrales solaires. Donc le marché de l'électricité, dont on nous rabat les oreilles, pur, extraordinaire, merveilleux, etc., n'a jamais existé. Simplement, il a existé contre EDF, puisque ça a permis de détruire EDF. Hein, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Je ne sais pas si je suis maladroit, j'essaie d'expliquer, jusqu'à la fin de mes jours, j'essaierai d'expliquer que le marché de l'électricité est compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une certaine concurrence, il faut certainement imaginer cette concurrence, mais la façon dont les Chicago Boys ont considéré et Mme Thatcher, que la concurrence se faisait, ne marche pas. On vient de démontrer que ça ne marche pas. Alors on me dit... Mais on me dit deux choses. La première chose, c'est, mais vous vous rendez compte, cet hiver, c'est grâce à ce marché de l'électricité que vous avez eu l'électricité, vous n'avez pas eu pénurie. Faux. L'interconnexion n'a rien à voir. Il y a toujours eu une interconnexion, et l'interconnexion, c'est simple, si j'ai trop d'électricité, je vous en envoie, si vous en avez trop, vous m'envoyez, si j'en ai besoin, vous m'envoyez, de façon à ce qu'on ait un équilibre entre la production et la consommation. Et après, c'est une question de prix.
Donc le prix n'a rien à voir avec l'existence ou non d'un marché de gros, d'un marché à terme, etc. Vous voulez l'électricité, voilà quel prix vous le faites, très bien. Bon. Donc, premier argument est faux. Deuxième argument, c'est est-ce que si vous enlevez le marché de l'électricité, vous recréez un monopole? C'est pas le sujet. Le sujet n'est pas de recréer quelque chose, c'est d'essayer de trouver le système intelligent qui permette, au consommateur, de ne pas avoir un prix qui est multiplié par 10. Bon. 2, donc, en conséquence, d'avoir un coût qui soit en liaison avec le prix. Même les gens qui ont des vaches savent bien que quand ils tirent le lait, ils ont envie d'avoir un coût qui se reflète dans le prix. Et quand leur coût n'arrive pas au prix qu'on leur propose, ils disent non, je ne peux pas vendre, pas possible, je vais me faire harakiri. Donc on voit bien qu'il faut un rapport entre les deux. Et 3, il faut qu'on ait la disponibilité d'une énergie abondante, bon marché et souveraine. Alors, avec le système tel qu'il a été proposé, on n'est ni abondant, puisqu'on n'a pas suffisamment, on dit attention, il y a pénurie. Donc on n'est pas abondant, on n'est pas bon marché, parce qu'on sait que l'éolien et le solaire coûtent très cher, puisqu'il faut doubler l'installation avec du gaz. Donc il faut regarder non pas l'éolien et le solaire tout seul, mais l'éolien, solaire plus le gaz. Et puis, on n'est pas souverain, puisque, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, en ce qui concerne l'éolien et le solaire, on n'est pas chez nous, puisqu'on est soit en Danemark et en Allemagne, soit surtout en Chine, alors que lorsqu'on fait du nucléaire, on est chez nous, on est abondant, on est bon marché, et on est souverain. Voilà. Donc c'est ça le principe sur lequel j'essaie de faire réfléchir les gens. Je reconnais avec difficulté, mais avec une certaine persistance et résilience. C'est-à-dire qu'on a beau me dire que j'ai tort, comme les événements me donnent raison, je finis par penser qu'il faut quand même que les gens réfléchissent un peu. Pardonnez-moi cette question qui est peut-être un peu naïve, mais si demain la France décidait de se retirer de ce marché européen d'électricité, est-ce que les prix vont de facto baisser? Bien sûr, il suffit à ce moment-là de prendre le prix, de dire à EDF, puisque EDF, vous avez une électricité qui aujourd'hui est à 49,5 € le mégawatt, à quel prix vous le faites compte tenu du bénéfice qu'il faut que vous ayez pour pouvoir faire vos centrales nouvelles, etc. Donc c'est une négociation entre la société de consommation et EDF, et disons que ça m'étonnerait que cette négociation débouche sur 600 € le mégawattheure comme aujourd'hui. Elle va déboucher sur 100, 110, 120, comme autrefois, avec le tarif. On revient au système de tarification. Hein, mais on peut faire la tarification avec les autres aussi. Et alors, lorsqu'on parle de l'interconnexion, on dit après, si jamais à un moment il me manque des mégawatts, je les achète sur le marché, mais à ce moment-là, je fais la péréquation entre les 85% que j'ai naturellement par EDF et puis les 15% que j'achète ailleurs. Hein, donc il n'y a rien de dramatique. Je ne suis pas dans le drame absolu. Hein, donc je pense que la raison pour laquelle ça ne se fait pas, c'est une autre raison, et je pense qu'il est temps que les gouvernements disent voilà quelles sont les raisons pour lesquelles je ne le fais pas. Mais quelles sont-elles? Il est temps de le dire, parce que leur argumentation est idiote. Donc je ne vois pas l'intérêt de continuer à avoir une argumentation idiote du type mais d'interconnexion. J'ai sauvé la République cet hiver parce que grâce à l'interconnexion, nous n'avons pas eu de pénurie. Non, c'est pas le sujet. Pas le sujet. Mais alors maintenant, si jamais vous me dites il y a pénurie potentielle, il y a pénurie potentielle. Alors, est-ce que vous avez fait tout l'effort qu'il fallait pour remettre tout en selle, toutes les installations en selle? Vous avez oublié la centrale du Havre, qui est une centrale au charbon. Il y a eu un essai en faire charbon plus pellet, comme celle de Cordemais à Saint-Nazaire. Est-ce que vous l'avez fait? Ah non, vous n'avez même pas regardé. Alors, très bien. La centrale d'Aramon, centrale au fioul, que vous avez arrêtée, parce que le fioul c'est mauvais, très bien, mais cette centrale au fioul, elle marche et elle fait à peu près le même nombre de gigawatts. Vous avez regardé ça? Ah non, je n'ai pas regardé. Bon, la centrale de Fessenheim, là vous venez de la laver, et par conséquent vous avez perdu 1 an de plus et 1 milliard de plus en faisant ça. Très bien. Mais dans combien de temps vous pourriez la remettre en route? Moi je vous dis en 2 ans, et 2 milliards, on la remet en route. Si jamais on craint la pénurie et on craint
on ne soit pas suffisamment proche du marché interconnecté, à ce moment-là, on a les solutions chez nous. Il suffit de les utiliser. Donc, je pense qu'il faut être sérieux, et être sérieux, c'est d'abord se dire, est-ce qu'avec les moyens dont je dispose, je peux faire plus et plus de térawatt-heures dans les mois qui viennent? La réponse est oui. Est-ce que je les ai utilisés? La réponse est non. Bon, après, vous pourriez me raconter des histoires, mais la réalité, c'est ça. Alors, bon, je reconnais que mon propos est ennuyeux, parce que je remets en selle le dossier de Fessenheim, qui était le totem entre les totems d'il y a quelques années. Je remets en cause les neutrons rapides, parce que je dis maintenant il faut lancer un programme neutrons rapides. Je remets en cause le fait qu'il faut utiliser le charbon et le fioul si jamais, et le gaz si jamais on peut. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Lorsque on achète l'électricité à l'Allemagne, on fait marcher les centrales à charbon allemands. Et d'où vient ce charbon? Ben pour partie, il vient de Russie. Parce que c'est pas encore complètement fini la Russie et l'Allemagne. Bon. À quoi ça rime de dire qu'on ne peut pas refaire la centrale du Havre à charbon, alors que celle de Saint-Avold est au charbon et on vient de la remettre en route? Tout ça, les incohérences finissent par être trop grandes, et parfois, même si je prêche dans le désert, je continue à prêcher. Est-ce que le gouvernement français défend assez ou suffisamment nos intérêts à Bruxelles, face aux Allemands notamment? Non, non, pas du tout. C'est clair que non. C'est clair que sur ce dossier énergie, les intérêts français n'ont pas été correctement défendus. Alors Mme Voinel a expliqué sur ce qu'elle a fait en 1997, qu'elle n'a pas défendu les intérêts français. Donc elle a expliqué. Mais il faudrait maintenant que tous les autres le disent. Au moins qu'on soit confronté à la réalité. Je ne jette pas la pierre. Ils ont certainement cru bien faire. Enfin, je veux dire il ne s'agit pas de trouver des coupables. Il s'agit simplement puisque on a une situation qui est difficile, savoir comment, aujourd'hui, on est capable de revenir à une situation où on a suffisamment de térawattheures, on peut en acheter, certes, mais on peut en vendre beaucoup. Plus on pourra en vendre, et plus on pourra en acheter. C'est aussi ça. Et donc, lorsqu'on était en situation de production maximale nucléaire, on pouvait vendre. C'est-à-dire que les Italiens qui, en 1980, ont décidé de ne pas faire du nucléaire, décidaient que c'était bien qu'on fasse du nucléaire, parce que, grossièrement, on leur fournissait 10 à 20% de leurs besoins. Vous voyez, donc, quand on dit je suis contre le nucléaire, mais j'en prends le nucléaire de la même façon que nous, on est contre le gaz de schiste, comme vous le savez, mais on va acheter le gaz de schiste 10 fois le prix aux Américains. Mais le nôtre, non, surtout pas. Non, nous, on ne veut pas. À un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. Oui, mais la France n'a même pas le droit d'explorer. On n'a pas le droit d'explorer. On n'a pas le droit d'explorer. On n'a pas le droit d'explorer, on n'a même pas le droit de regarder. Ouais. Est-ce qu'on peut... Non, on n'a pas le droit de regarder. Pour le schiste et pour le conventionnel. Et pour le conventionnel. Oui. Oui. Mais on achète aux États-Unis. Voilà. Okay. On achète aux États-Unis, c'est-à-dire que là, on l'a acheté à un prix très élevé. Alors, on a nos réservoirs qui sont pleins, mais à un prix très élevé. Donc, c'est assez déraisonnable, de mon point de vue. Le mécanisme de l'Arenh, mis en place en 2010, a-t-il été imposé par la Commission européenne et par l'Allemagne? Oui. Alors, c'est un chantage, comme je l'ai dit ce matin, puisque vous m'avez écouté ce matin, donc je maintiens. La Commission européenne considérait que nous n'allions pas assez vite dans la libéralisation et dans la concurrence. L'obsession de la concurrence. Bon. Et pour arriver à la concurrence, il fallait créer une nouvelle profession, les fournisseurs, qui ne produisaient pas, ne distribuaient pas, ne transportaient pas, mais qui étaient là pour gagner de l'argent, pour pouvoir investir dans la production. C'était ça la théorie de la Commission. Et donc il fallait créer ces gens. Et ces gens, donc il fallait leur confier quelque chose. Et la Commission a proposé qu'on fasse un don à prix coûtant d'une partie d'électricité nucléaire à ses fournisseurs pour créer une concurrence. C'est original, mais c'est le libéral original. On vend à prix coûtant de façon à avoir un concurrent. Bon.
C'est assez drôle, enfin bon, c'est ça. Et le président Sarkozy a refusé. Et à ce moment-là, la commission lui a dit, mais si jamais vous ne voulez pas ça, puisque vous n'avez pas été bien, l'amende que nous allons fixer, c'est 20 milliards d'euros. Et devant ce dilemme, en pleine fin de la crise financière de 2008, il a dit, bon, on va y aller, on va obéir à la commission, parce que sans ça, je suis, moi, aujourd'hui, dans les finances publiques, à 20 milliards près. Voilà, donc là, aujourd'hui, maintenant, quoi qu'il en coûte, montre qu'on n'est pas à 20 milliards près, mais à l'époque, M. Sarkozy est considéré à 20 milliards près. Donc il était victime d'un chantage qu'il a résolu de la manière dont il a pu. Enfin, j'ai pas envie de jeter la pierre aux gens. Je dis, voilà la réalité. C'est un chantage, il était victime d'un chantage, notre pays était victime d'un chantage. Je ne suis pas sûr qu'une partie des élites françaises n'ait pas été complice dans ce chantage. Et c'est ça qui m'embête. Hein, je considère que c'était pas un chantage aussi clair que ça. Alors on dit, c'était l'intérêt des Allemands, c'est vrai. Et donc c'était l'intérêt des Allemands que la Commission fasse ce chantage. Il n'y aurait pas eu de Français à encourager les Allemands à faire le chantage avec la Commission, je pense qu'il n'aurait pas eu lieu. Mais pour quel intérêt ? C'est mon sentiment. Pour quel intérêt ? Il fallait tuer EDF. EDF, c'était les gens qui avaient l'électricité la moins chère d'Europe, la moins chère du monde, et qui avaient donné, en l'occurrence, un avantage compétitif à l'industrie française. C'était ça. Et ça, c'était insupportable, puisque, grossièrement, l'électricité française était 2 fois moins chère que l'électricité allemande. Hein, et donc, pour un certain nombre de productions, c'était insupportable pour eux. Bon. Mais je parle des gouvernements, je ne parle pas des industriels. Les industriels allemands, eux, ils se débrouillaient très bien. Ils sont installés un peu partout en France. Et mes amis allemands n'ont jamais demandé, mes amis industriels allemands n'ont jamais demandé à la Commission de faire ce que j'appelle cette exaction ou ce chantage. Est-ce que de manière assez caricaturale, on peut dire que sur le domaine énergétique, sur le domaine de l'électricité, on est tombé dans un piège, le piège allemand? Oui. Piège, ouais. Piège de la Commission, piège allemand, piège surtout des Verts allemands qui voulaient absolument, et on voit bien que le piège, c'est un piège de Verts et c'est pas un piège d'industriel, parce que si jamais il y a eu cette insistance pour fermer Fessenheim, c'est que les écologistes français et les écologistes allemands se sont mis d'accord. Et pourquoi il fallait fermer Fessenheim ? Parce que Fessenheim, c'était une centrale en Alsace qui équilibrait le réseau allemand de la frontière, puisque c'était une centrale où les Suisses et les Allemands avaient une participation. Hein, donc on voit, ce fait de s'être centré sur Fessenheim montre bien que c'est la partie verte du gouvernement et pas les industriels. Les industriels allemands n'ont jamais été catastrophés à l'idée que nous fermions Fessenheim. Mes amis, puisque j'ai des amis dans l'industrie depuis un certain nombre d'années, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans l'industrie. Voilà. On va parler de l'actualité. Ça fait près d'un an, un peu plus d'1 an, jour pour jour, que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a commencé, avec des sanctions sur les domaines énergétiques. Gaz, pétrole. Quel impact, si on fait un peu de prospective sur du long terme, les sanctions mises en place par le G7, l'Union européenne, l'Australie, sur le pétrole russe, le gaz russe, aura, in fine, sur les économies européennes ? Alors, les sanctions, du point de vue économique, ne marchent jamais. Donc, alors, je vais reprendre ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre. Hein. C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes retrouvés dans la position des sanctions faites contre l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid, ces sanctions n'ont eu aucun effet économique sur l'Afrique du Sud. Elles n'ont pas été sans effet psychologique sur l'Afrique du Sud, et elles étaient demandées par Mandela et ses amis. Donc ce n'est pas un jugement sur les sanctions. Ce que je juge, moi, c'est les gens qui pensent que les sanctions vont être efficaces en termes économiques. Et ça, c'est jamais vrai. Voilà. Et alors, sur le pétrole, le gaz, le charbon, c'est encore moins vrai que sur tout autre sujet. Hein, c'est-à-dire que je sais comment l'Afrique du Sud a continué à vivre avec du pétrole, du gaz et du charbon. Et aujourd'hui,
sur ce plan-là, sur le plan des sanctions liées au pétrole, au gaz donc et au charbon, la Russie gagne plus d'argent en livrant moins de pétrole, de gaz et de charbon. Donc le technicien que je suis dit aux politiques, vous prenez la décision que vous voulez, elle est certainement légitime si vous la prenez, mais du point de vue technique, du point de vue d'efficacité, c'est contre-productif. Mais vous avez le droit de la prendre. Enfin, je ne vais pas contrarier votre décision et je ne vais pas dire que vous avez tort. Je veux dire que quand vous me dites, mais comme ça, la Russie va être à plat, je dis non, ça, vous ne pouvez pas dire ça, c'est l'inverse qui va se passer. Et c'est l'inverse qui se passe. J'y peux rien. C'est quoi l'inverse? C'est quoi l'inverse? L'effet boomerang de ce l'effet boomerang, c'est que les prix montent et que le nombre de gens qui ont envie d'avoir le pétrole et le charbon a augmenté. Alors sur le gaz, c'est plus compliqué parce que les usines de gaz naturel liquéfié sont quand même limitées en Russie et ils ne peuvent vendre que ce qu'ils vendent. Mais disons que vous avez noté que comme nous avons, nous en Europe, pris le gaz à prix d'or pour avoir des réserves, deux États se sont trouvés sans gaz, le Pakistan et le Bangladesh, et donc ils sont remis au charbon. Donc vous voyez, donc du point de vue de l'énergie en général, de l'argent, tout ça est contre-productif, de fait. Mais c'était peut-être la bonne solution quand même de le faire. Mais disons que il fallait mesurer l'impact réel des décisions, et ça, ils ne veulent pas le regarder. Quand j'ai dit, mais non, alors, ça va être bon pour la Russie, et on m'a dit, alors c'est bon, tu es pour Poutine. J'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement que l'effet que vous êtes en train de vouloir avoir n'est pas celui-là. Par contre, l'effet psychologique d'essayer de mettre la Russie en dehors du jeu, etc. Mais attention au boomerang. Le boomerang, c'est quand même que le pétrole va aller quelque part. Une fois qu'il sera raffiné, vous ne saurez plus d'où il vient. Tant qu'il est pas raffiné, on sait d'où il vient. Hein, il a son ADN, on est tranquille. Dès qu'il est raffiné, on ne sait plus. Hein. Donc, le gaz, une fois qu'il est désulfuré, il arrive de n'importe où. Et le charbon, une fois qu'il est sur le bateau, on ne sait plus vraiment d'où il vient, s'il est mélangé. Donc c'est le seul endroit où on peut avoir un traçage, c'est le pétrole brut. Et sur le pétrole brut, il est allé partout, y compris ici. Hein. Donc on a... et les revenus de la Russie n'ont pas diminué. Alors par contre, ce qui a l'air, du point de vue économique, d'avoir un peu marché, c'est le fait d'avoir pris un certain nombre de composants qui étaient indispensables pour des usines en Russie, qui n'arrivant pas, dérèglent un peu le système en attendant que la nature ayant horreur du vide, les Russes inventent eux-mêmes les choses dont ils ont besoin et se mettent en autarcie plus importante. Mais ça va leur prendre du temps. Donc, mais sur mon métier, qui est le pétrole, le gaz et le charbon, ce qui a été fait était forcément contre-productif. Mais on a le droit de le faire. Hein. Mais il fallait se confronter à cette réalité, c'est contre-productif. Et ça, ils n'ont pas voulu. Hein, aucun homme politique en Europe n'a voulu écouter ça. Donc, et les grands gagnants de tout ça, c'est quand même les gens du pétrole, du gaz de schiste américain. Hein. On peut pas... T'es obligé de le constater, parce qu'ils nous ont vendu un gaz hors de prix, et eux l'achètent à un prix correct, et par conséquent, la compétitivité par rapport à l'industrie américaine est renversée aujourd'hui et nous met dans l'embarras sur un certain nombre de productions qu'on fait. Donc, mais ça, c'était prévisible. C'était prévisible, mais ça n'a pas été encore une fois entendu. Ils ne voulaient pas l'entendre, parce que ça les gênait. Donc à un moment, ce monde politique que nous avons devant nous ne veut pas entendre.
Il ne voulait pas entendre sur le nucléaire qu'on avait besoin du nucléaire. Il ne voulait pas entendre que l'éolien et le solaire, c'était le gaz. Et là, il ne voulait pas entendre que... Ils avaient le sentiment qu'en coupant vis-à-vis de Poutine, Poutine allait s'effondrer avec la Russie et que nous allions aller au firmament. C'est l'inverse qui s'est passé. Mais moi, lorsque je vois que le résultat final, c'est quand même que le Pakistan et le Bangladesh ont été obligés d'arrêter toute leur utilisation du gaz et se sont remis au charbon, j'ai dit c'est quand même pas terrible du point de vue de la réflexion des hommes politiques occidentaux. C'est pas extraordinaire. Et si jamais aujourd'hui l'Occident est quand même mal vu d'un certain nombre de pays, ça a peut-être un rapport, quoi, notre cécité, notre aveuglement ou notre autisme, comme on veut. On va en parler d'ailleurs. On traverse la Méditerranée, on y va. Ah, avec on va en plaisir. Afrique, vous connaissez très bien l'Afrique. Vous avez d'ailleurs vous êtes l'auteur de Carnet de route d'un Africain. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler le contexte dans lequel vous avez écrit ce livre ? Oui, absolument. Oui. Alors j'ai été kidnappé en Côte d'Ivoire pour être échangé avec un général qui était réfugié, un général ivoirien qui était au Togo. J'ai été échangé, donc le général est parti en Côte d'Ivoire, et moi j'ai été pendant 5 mois et 11 jours dans la gendarmerie nationale de Lomé au Togo. Et je rentrais, mais il fallait que je me fasse opérer des trucs à la jambe qui m'arrivent souvent, et je savais qu'il fallait que je me fasse opérer. Donc j'étais inquiet en disant, bon, est-ce que c'est ma jambe qui va se terminer ou c'est moi tout court? Donc j'étais pas dans un état très, très, très agréable, et j'étais dans cet état en disant, voilà, l'Afrique va me tuer. Or, s'il y a un continent que j'aime, c'est l'Afrique, et c'est pas possible que le continent que j'aime au plus au monde, pas avec la Bretagne, la Bretagne c'est pas un continent, c'est un pays, c'est mon pays, que le continent me traite comme ça, me fasse mourir. Donc j'ai commencé à écrire ce livre en disant, comment définir ce continent, et à l'époque, très, très gentiment, j'ai demandé à l'ambassadeur de France, qui n'avait pas le droit de me voir. L'ambassadeur de France était interdit que l'ambassadeur me voie, ordre de l'Élysée, mais il m'envoyait les livres, et je lui ai demandé les livres de Karen Blixen, Atos Africa, qui était un livre de chevet pour moi, et les livres de Richard Kapuscinski, qui est un Polonais qui a fait tout le tour de l'Afrique et qui a fait des livres magnifiques. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'on peut décrire l'Afrique, c'est-à-dire avec des anecdotes, avec la philosophie de l'anecdote. Parce que c'est un monde fascinant, mystérieux, mais c'est surtout un monde où l'irrationnel est là sans arrêt. Et si jamais on ne rentre pas dans cette philosophie où l'existence des parents qui sont dans la tombe est toujours là, et on communique avec eux bien qu'ils ne soient plus là, si on ne comprend pas que ça existe, et dans le raisonnement de l'interlocuteur, on ne peut pas avancer. Et j'ai voulu, avec des anecdotes, expliquer tout ce que j'aime et tout ce que j'ai aimé dans l'Afrique. C'est ça le but de cet ouvrage, écrit dans la gendarmerie de Lomé, avec des feuilles blanches et un crayon. Voilà. Ce livre, je le rappelle, c'est Carnet de route d'un Africain. Et j'aimerais vous faire réagir à la tournée d'Emmanuel Macron en ce moment en Afrique, Oui. pour faire face à ce qu'on appelle un France bashing dans bon nombre de pays, je pense au Mali, au Burkina. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors j'ai essayé d'écrire aux questions, parce qu'on m'a posé ces questions sur Atlantico, et j'ai essayé de répondre à ces questions. Je dis que je pense que nous avons perdu la partie économique et militaire il y a très longtemps,
et qu'on n'a pas voulu le regarder en face. Et que sur le militaire, il est clair que à partir du moment Excusez-moi, est-ce que je peux juste vous demander de reprendre, s'il vous plaît, parce que ce jeune homme donc fait une bêtise. Je reclape sur le militaire, allez-y. Alors, sur le militaire, il était clair, de mon point de vue, que la force de libération qu'on imaginait au moment où les djihadistes arrivaient sur Bamako, si jamais elle restait, elle allait devenir une force d'occupation. Parce que c'est la nature des choses. Alors déjà, on était assez force d'occupation dans les différents endroits où on était. C'est-à-dire que je connais la force Licorne à Abidjan, puisque j'ai beaucoup été à Abidjan, la force au Tchad, etc. Bon, tout ça va mal très rapidement, parce que les Français qui sont là n'ont pas de famille, par conséquent, ils sont jeunes, ils sont talents, ils sont attractifs sur bien des aspects. Ça crée dans la population un néocolonialisme évident. Hein. Il suffit d'aller voir les restaurants, de la même façon, les ONG, que j'ai beaucoup décrites ici, viennent en rajouter. Parce que ce sont des jeunes gens qui sont pleins de générosité, simplement, ils ont envie d'avoir une vie occidentale et s'installer là-bas et de faire le bien. Et quand on regarde correctement, j'ai regardé à Ouagadougou surtout, bon, finalement, 95% de l'argent distribué est distribué à eux. Qui vivent bien dans des conditions agréables, etc. Donc tout ça, il faut s'interroger. Il fallait s'interroger à ce moment-là. Après avoir fait la campagne du Mali, il fallait s'interroger et il fallait vraisemblablement soit partir tout seul, soit dire c'est d'autres qui vont à notre place, mais il fallait partir parce qu'on allait se transformer en force d'occupation. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé partout, dans les endroits chauds. Et puis les autres endroits, comme on avait le sentiment qu'on était en train de perdre pied, on a continué à soutenir, je dirais, des familles dirigeantes, parce qu'il ne s'agit plus de dirigeants, c'est plus qui dirige dans un pays qu'on connaît, des familles dirigeantes qui sont là et qui finissent par confisquer une grande partie de l'argent de ces pays. Et j'ai fait la comparaison souvent entre le Gabon et l'Oman, qui ont découvert le pétrole au même moment, qui avait un territoire comparable avec un multiplicatif de 2 entre l'Oman est 2 fois plus grand que le Gabon, etc. Enfin, disons qu'on pouvait faire la comparaison. Et vous allez en Oman et vous voyez ce que le sultan a fait d'Oman, et vous allez au Gabon et vous voyez ce que le sultan du Gabon a fait. Vous apercevez qu'il y a une différence colossale. Donc, donc, je pense que notre souci d'avoir un peu de stabilité, qui était un souci au moment de la décolonisation, où on avait des coups d'État tous les 6 mois, etc. Donc on comprend qu'on ait dit, bon, on va essayer de calmer le jeu, c'est ce que M. Foccart a fait. Mais une fois qu'on avait fait ça, je crois qu'il fallait arrêter et ne pas soutenir les familles dirigeantes. Parce que la jeunesse est là, et la jeunesse, on la voit grâce à ce qui s'est, à tout ce que nous avons fait, grâce au plastique, je reviens sur grâce au plastique, et à la santé, bon, l'espérance de vie est considérablement augmentée. Il fallait savoir revenir à sa place, et nous n'avons pas fait ça. Bon, alors, donc, je pense que le fait d'aller dans des pays où les familles régnantes existent est une stupidité. Parce qu'on ne peut pas dire je vais là-bas mais je ne soutiens pas, alors qu'on se retrouve à saluer, embrasser les gens, leur tapant, etc. Et ces images sont les images que les familles régnantes ont envie d'avoir et de colporter. Donc c'est de leur intérêt de le faire. Donc je pense que c'est une erreur d'avoir fait ça. Et que maintenant, la reconstruction va se faire essentiellement sur la langue, sur la culture et sur l'aspiration de la jeunesse, malgré tous les désagréments que la France, en tant que gouvernement, peut avoir. Les jeunes sont attirés par les Français. Et je pense que c'est les Français qui peuvent sauver la situation à moyen terme, la situation économico-militaire du gouvernement français ne peut pas être sauvée.
c'est ça la position que j'ai essayé de développer. J'ai le sentiment que mes amis africains me suivent sur cette idée, et Dieu sait s'ils aiment la France. Hein, mais ils aiment la France, c'est surtout les Français. La France telle qu'elle a existé ces dernières années, et ceci depuis, je le regrette, depuis maintenant 15 ans, c'est pas d'hier, c'est pas avec M. Macron que ça a commencé. Cette France-là, la jeunesse ne l'aime pas. Mais cette jeunesse africaine, elle aime les Français, mais est-ce que les Français, ils aiment la jeunesse africaine? Est-ce qu'ils apprécient cette jeunesse africaine? Je pense que oui. Oui. Il y a une vraie empathie, il y a il y a quelque chose de profond dans la société française qui fait que nous ne voyons pas nous ne sommes pas profondément, nous estimons que nous avons des tas d'atomes crochus avec ces gens-là, y compris dans des villages reculés que je pourrais vous montrer. Pas seulement en Bretagne, mais dans tous les endroits. Il n'y a pas de problème. On adore l'Afrique et tout ce que la culture africaine. C'est ce mélange de rationnel et d'irrationnel dont je parlais tout à l'heure, et qui est passionnant pour une grande partie de la jeunesse française aujourd'hui. Donc je crois que c'est possible, mais il faut passer par un moment où les dirigeants vont, j'espère, partir, où les Russes, les Américains et les Chinois vont montrer ce qu'ils savent faire, pas grand-chose, et où la jeunesse va aspirer finalement à quelque chose de beaucoup plus culturel que la culture américaine. Je suis persuadé que c'est ça qui va se passer. On a un mauvais moment à passer. Voilà, ce moment, c'est le moment actuel. C'est pas la peine de vouloir réparer les pots cassés. On a cassé les pots. Hein, c'est-à-dire que vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Tchad. Donc Idriss Déby meurt, on se précipite et on dit on va introniser le fils. Bon, voilà, on a perdu. Puis qui a dit mais c'est une ânerie? Personne n'a dit oui. Ça c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire à la jeunesse française que l'Afrique est merveilleuse, que c'est un pays où les gens vont prendre leur autonomie, etc. Et puis vous retrouvez dans la situation ce dictateur qui est assassiné, et on interdise le fils quasiment instantanément. Hein, et la jeunesse africaine ne le comprend pas plus que la jeunesse française. Donc il faut... Mais je suis persuadé que ça va arriver, parce qu'il y a une compréhension de l'âme africaine que je n'ai trouvée ailleurs nulle part. C'est-à-dire que j'étais en Angleterre, j'ai passé beaucoup de temps en Bretagne. Ils ne comprennent pas. La société française a beaucoup étudié l'Afrique, profondément, et elle est capable de faire des choses fantastiques dans le futur. Une fois qu'on aura réglé ce problème militaire et cette espèce de problème économique qui n'existe pas. C'est-à-dire que je me souviens d'une réunion où, autour des livres, où les jeunes du contingent français venaient me voir pour me dire voilà, nous avons été au Niger, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le contingent est au Niger? Alors je dis non, je n'ai pas de raison de vous expliquer, j'en sais rien. Et ils m'ont montré ce qu'on leur disait. Et on leur disait on est là pour défendre la position française de l'uranium au Niger. Je disais, qui vous dit ça? Et effectivement, c'était écrit, c'était imprimé. Et ces jeunes gens avaient le sentiment de défendre la position du nucléaire français au Niger. Moi, je dis non, vous vous trompez. Non, que l'uranium soit là, oui, qu'on en prenne, oui. Mais il y en a ailleurs. Puis le combustible nucléaire, c'est pas de l'uranium qu'on prend dans les mines, c'est plus compliqué que ça. Et donc on passe par le Kazakhstan, par le Canada, par la Russie. On n'est pas là. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour autre chose, mais demandez au gouvernement et demandez à vos patrons. Et non, c'est ça qui est écrit, c'est pour ça qu'on était là-bas. Mais on s'interrogeait quand même, parce qu'on trouvait que vraiment les gens d'Areva se comportaient mal, et on ne comprenait pas pourquoi on était là.
enfin, je ne suis pas compétent pour vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'étiez pas là pour ça, parce que ça n'a aucune importance pour nous. En tant qu'énergéticien, oui, c'est plutôt... non, moi je suis plutôt fier au Niger d'avoir, en tant que président d'El, foré le puits de pétrole qui était humide, comme on dit, hein, qui avait quelque chose, et que derrière, le pétrole se soit développé. Mais c'est les Chinois qui ont tout repris. Donc, mon successeur a vendu le Niger aux Chinois, et c'est les Chinois qui se sont installés. Bon, c'est dommage pour les Français, mais enfin, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis pour les industriels, les entreprises françaises, pour assurer leur croissance en Afrique? Je pense à Total, par exemple. Total considère que, si j'ai bien compris, il faut qu'ils soient partout en Afrique. Donc ils ont été regardés, ils travaillent en Afrique du Sud, où ils ont fait des découvertes, ils ont racheté des concessions au Mozambique, etc. Donc je pense qu'il y a une vue, non pas de l'Afrique francophone, mais de l'Afrique tout court, le continent dans son ensemble. Je pense que c'est la position qu'il fallait prendre dès le départ. Hein. C'est ce qu'on avait développé en Éthiopie. Lorsque j'y suis allé, il y a beaucoup de chapitres sur l'Éthiopie là. Je suis allé en Éthiopie parce que l'Éthiopie, c'est un pays qui était sous domination un peu musclée italienne, qui était complètement indépendant, qui est un pays absolument magnifique, très contrasté entre un désert et des montagnes. Et donc il fallait rentrer dans l'ensemble des pays et ne pas se dire qu'on a un précaré francophone qu'il faut utiliser, mais regarder l'ensemble du continent comme un industriel doit le faire. Alors ça, c'est la partie économique. Et la partie économique, c'est regarder l'Afrique dans son ensemble, et non pas le précaré en se disant ça c'est très mauvais. Et surtout si vous avez en plus des militaires là, alors là, les militaires, vous avez tout mauvais. Bon. Par contre, je pense qu'on n'a pas utilisé au mieux la francophonie et l'ensemble de la langue, et on aurait pu beaucoup mieux faire dans le continent, enfin dans ce pays-continent qu'est la République démocratique du Congo. On a été mauvais. Collectivement, on n'a pas regardé tout ce qu'on pouvait faire en laissant. Alors aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec une situation qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est-à-dire que le Rwanda n'a pas une mine de cobalt, mais le premier vendeur de cobalt mondial. Donc, parce qu'il vient prendre le cobalt qui est de l'autre côté. Et ce cobalt est un des points essentiels du véhicule électrique. Donc tout ça sent pas très bon. Et qu'est-ce qu'on a fait vis-à-vis de ce peuple qui parle français et qui participe à la francophonie? On n'a pas fait grand-chose pour essayer de trouver des solutions intelligentes. Donc on n'a pas fait le job, hein, pour reprendre. On n'a pas fait le job. Et donc, de temps en temps, quand on ne fait pas le job, on est puni. Pas la réalité. Merci beaucoup, Loïc Le Floch-Prigent. Je rappelle, vous êtes auteur de Carnet de route d'un Africain. Et puis, il ne faut pas oublier celui-là. Il arrive, il est juste ici. Il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie. Et c'est ça dont on a parlé en première partie, c'est-à-dire qu'on s'est trompé et ce n'est pas la peine de continuer à se tromper. Je pense que c'est très clair. Regardez, il est là. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.